à tous, merci d'être aussi nombreux malgré l'heure du déjeuner. Et j'espère qu'on va plutôt vous réveiller que vous endormir. On aborde un sujet aujourd'hui important qui est un peu le fil rouge du reste au cours de ces rencontres d'Aix-en-Provence, qui est le protectionnisme et la souveraineté industrielle. Je ne suis pas sûre qu'on va répondre à la question. Je ne suis pas sûre que tous nos invités vont être d'accord les uns avec les autres. Justement, c'est peut-être l'intérêt du débat. Alors, les propos vont être introduits, comme toujours, par un membre du Cercle des économistes. Et quel membre du Cercle des économistes? Bonjour, Lionel Fontanier. Oui, prenez un micro, c'est toujours mieux. Voilà, bonjour. Non, j'ai l'habitude des micros Madonna maintenant. Donc, ah oui, c'est ça, oui. Vous êtes trop branchés. On les a pas ici. Vous êtes trop branchés pour nous, voilà, c'est pour ça. À vos côtés, quelqu'un d'important, on vous remercie d'être là, c'est le chef économiste de la Commission européenne, c'est Ramon Arjona. J'espère que j'ai bien dit la Jota, j'ai essayé de répéter tout à l'heure. Bonjour, merci d'être là. Vous allez être un peu au cœur des débats, parce que le protectionnisme, souveraineté, est-ce que l'Europe prend ça en compte? Est-ce qu'elle prend ça trop en compte ou pas? On voit qu'il y a les opinions publiques ne sont pas forcément sur la même ligne que les entreprises. À vos côtés, c'est Ross McInnes, qui est le président du conseil d'administration de Safran. Bonjour Ross. Merci d'être là. Bonjour, toujours. Oui, gardez votre micro, c'est plus pratique. On parlera peut-être d'un thème si on a le temps. Vous avez fait une tribune assez remarquable dans le Monde avant-hier sur la binationalité et les binationaux, puisque vous êtes australien de naissance, vous êtes né en France, vous êtes ensuite élevé en France, en même temps vous êtes aussi anglais, vous êtes un peu à cheval sur tous les continents et de par vos fonctions. À vos côtés, c'est Olivier Scalabre, qui est le patron du BCG, du Boston Consulting Group à Paris. Bonjour. Bonjour Edwige. Vous allez essayer peut-être de mettre un petit peu de rationalité dans ce débat. Et à vos côtés, c'est Mathias Burghardt, qui est le patron, le CEO de Ardian, évidemment l'un des géants du fonds d'investissement. Intéressant de savoir avec lui si, quand on gère autant de milliards, qu'on investit dans autant d'entreprises, est-ce que la notion de souveraineté et de protectionnisme est une notion que vous prenez en compte? Lionel Fontanier, c'est à vous pour ouvrir les débats et nous inspirer. Merci Edwige, bonjour à toutes et tous. Je suis là pour cadrer les choses, donc il faut que j'essaye de cadrer la question, de savoir quelle est la question qu'on pose. Donc la question qu'on pose, à mon avis, c'est celle des limites à la globalisation et des réponses qu'on peut y apporter. Alors c'est pas une question nouvelle, puisque Dani Rodrik, que tout le monde connaît ici, en 2002, donc ça fait, il vous reste 2 minutes, donc là je suis en plein stress parce que j'ai à peine commencé à parler, donc je pense que le timekeeper vraiment m'en veut beaucoup, ça doit être un de mes anciens étudiants. Donc Dani Rodrik, dès 2002, disait qu'il y a des limites intrinsèques à l'approfondissement de la globalisation. Et donc ces limites intrinsèques, eh bien, on y est, on les a touchées. Donc on a beaucoup parlé du climat aussi, mais en fait c'est arrivé bien avant cette prise de conscience. Il y a un premier ensemble d'événements dramatiques avec les inondations en Thaïlande à la fin de l'année 2011 et début de l'année 2012 qui a bloqué une partie de l'industrie électronique. Fukushima en mars 2011, ensuite le Covid, ensuite l'invasion d'Ukraine et les sanctions. Et donc on voit bien que les chaînes de valeur sont beaucoup plus fragiles qu'on ne le pensait et qu'il y a eu des ruptures d'approvisionnement. Alors, ce qui est en cours, au fond, c'est que les différents acteurs, les entreprises et puis aussi, on le verra, les personnes qui font la politique économique, la Commission européenne, sont en train de reconsidérer l'arbitrage qu'il y a entre les coûts et le risque. Parce qu'évidemment, être très délocalisé, etc., ça réduit les coûts, c'est un gain d'efficacité, mais c'est aussi une augmentation des risques. D'où tous ces mots affreux dont on vous abreuve de reshoring, friendshoring, nearshoring, et j'en oublie sûrement. Donc au fond, ce dont il s'agit, c'est que les firmes déjà le font. C'est un nouveau pricing du risque. Dans leur calcul économique, les firmes prennent le risque de façon différente. Alors pourquoi cela concerne la politique économique et donc Roman Arjona, juste à ma gauche, pourquoi s'en occuper si les firmes s'en occupent? Au fond, à quoi sert la politique économique? Eh bien, les firmes ne s'occupent pas de tout, parce que si elles prennent toutes la même décision, eh bien, il peut y avoir ce que les économistes appellent une externalité à cette décision. Donc, par exemple, si toutes les entreprises françaises
en faisant un calcul économique parfaitement rationnel, parfaitement justifié, se localise en Chine dans un secteur, eh bien ça crée un risque qui n'est pas internalisé par ces entreprises et dont la politique économique doit s'en occuper. Alors, est-ce que la réponse passe par le protectionnisme? Là, vous m'attendez, Edwige. Donc, la réponse est non. Je pense que le protectionnisme ne protège pas. Ce qui nous protège, alors là, je vais faire un peu du Philippe Aghion, hein, ce qui nous protège, c'est l'innovation, l'investissement, la circulation des idées, la circulation des personnes. C'est ça les briques de la réussite et pas du tout le protectionnisme. Alors, nos panélistes de qualité vont devoir faire, du coup, la différence entre le protectionnisme et la politique commerciale. Ce n'est pas la même chose. La politique de défense commerciale, ce n'est pas la même chose. La différence entre des subventions qui corrigent une externalité, par exemple quand on subventionne les énergies vertes, et les subventions qui créent des distorsions, il y a une frontière entre les deux, elle est quelquefois difficile à tracer. La différence entre souveraineté et repli, entre industrie et cheminée qui fume, entre échelon national et européen pour corriger les difficultés dont nous parlons. Ces différences, Edwige, sont plus que des nuances. Je pense qu'elles sont à la croisée des chemins entre la prospérité et le déclin accéléré, qui est un sujet qui nous concerne tous ce week-end. Merci Lionel. Juste, après, ça sera l'objet du débat, mais si on regarde la question des voitures électriques, le protectionnisme, ça peut aussi aider un pays, l'Europe, à développer une filière, alors qu'ils ne sont pas du tout encore au point. Donc ça peut éviter des dérapages. On prend la question de la défense, on en parlera avec aussi Ross McInnes. Là aussi, la défense, il y a le protectionnisme, ça peut quand même aider, non? Enfin, donc sur les voitures électriques, je ne suis pas le mieux placé pour en parler. On va demander à Luca de Meo, mais bon, il n'est pas là. Il faudrait quelqu'un de la DG Trade. Mais le point, c'est que les Américains ont fait quelque chose de très différent de ce qu'ont fait les Européens. Voilà. Les Américains ont fait du protectionnisme en mettant un droit de douane de 100% sur des voitures qui d'ailleurs ne sont presque pas importées aux États-Unis. Donc ça a peu d'impact en fait, mais c'est pour empêcher que ça puisse avoir un impact. Alors que les Européens ont fait autre chose. Les Européens, la Commission européenne a lancé une enquête anti-subvention. Les constructeurs chinois ont ouvert leurs livres, ont montré quelles étaient les subventions qu'ils avaient reçues dans leur comptabilité. Et donc, on a modulé à ce moment-là une compensation. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu par les règles multilatérales du commerce, par les règles du commerce international. Ok, mais dans la réalité, on voit peut-être un peu l'impact. Je vais poser la question peut-être directement, puisque lui, il est le chef économiste de la Commission européenne à la direction du marché intérieur. Justement, est-ce que l'Europe a suffisamment protégé certaines de ses industries, Ramon Arona? Yes, thank you very much. Merci beaucoup. I will continue. Oui, merci beaucoup. Je vais continuer en anglais parce que sinon je vais prendre plus de temps si je parle en français parce que ça m'exige de réfléchir plus. Mais j'aimerais juste dire tout d'abord que je ne suis pas économiste en chef de la Commission, mais de la Direction générale du marché interne et de l'industrie. Et je suis vraiment humble ici aujourd'hui quand j'interviens aujourd'hui parce que hier j'écoutais Christine Lagarde et Jean Tirole et ça m'a beaucoup impressionné. Donc j'espère apporter une modeste contribution aujourd'hui. J'allais un peu répondre aux questions d'Edwige en évoquant trois choses. Je me suis dit, je pensais que trois paroles pourraient nous aider. Tout d'abord, il y a l'incertitude. Parce que nous vivons dans un monde qui est vraiment différent du monde d'il y a 10 ans. C'est un monde complexe. Quand on a ces enjeux sociétaux à long terme, le changement climatique, le vieillissement de la population, également la numérisation de l'industrie et de la société de manière massive, ça créait déjà des soucis ici et partout dans le monde. Ça générait déjà des inégalités ici. Des inégalités sociales, géographiques, même une polarisation, une concentration de l'activité industrielle dans certaines zones suite à la transition numérique. Et le professeur de London School of Economics a dit qu'il y a certains qui ont été mis au bord de la route, qui ont été laissés au bord de la route, et qu'on peut vraiment voir les racines de ces positions radicales par rapport au Brexit et d'autres sujets à ces questions-là.
Cela nous ramène bien sûr aux crises comme l'invasion de la Russie en Ukraine, la Covid, etc. Il y a ces tensions géopolitiques, des soucis, des défis à long terme. Et il y a également beaucoup d'incertitudes systémiques aujourd'hui dans l'économie, beaucoup plus qu'avant. Les personnes dans les médias et dans les articles, ils évoquent des animaux, des cygnes noirs, des éléphants dans la pièce. Tous ces animaux représentent l'incertitude. C'est ce qu'on lit aujourd'hui dans les médias beaucoup. Et puis, il y a le président actuel de Finlande qui était à l'Institut économique à Florence par le passé. Il parle de ces perturbations à long terme et ces incertitudes économiques à long terme. Et là où les frontières sont brouillées dans l'économie, c'est un peu l'effet de Mona Lisa. C'est parce que quand on regarde ce tableau au Louvre, on peut voir une multiplicité d'impacts, une multiplicité de visuels. C'est parce qu'il y a un coût toujours des risques. Les risques et les coûts, il y a des compromis à mettre en place. Donc ça, c'est la première parole, l'incertitude. La deuxième parole que je voulais proposer, c'est la compréhension. Parce que dans ce monde complexe, avec beaucoup d'incertitudes, alors que les personnages politiques prennent des décisions un peu dans le vide. Et ces questions des dynamiques des chaînes d'approvisionnement sont en train de changer tellement rapidement qu'il est difficile de prendre des décisions. Dans mon équipe, dernièrement, on a fait un examen de toute la panoplie de biens où il y a des échanges de l'Union européenne avec des pays partenaires. On a pris 5400 biens et puis on a mis plusieurs filtres. Un filtre pour regarder la concentration des importations des pays tiers d'un certain nombre, un petit nombre de pays. Et puis le deuxième filtre, c'était pour regarder comment on pouvait remplacer ces biens dans le marché unique. Et puis tout cela nous a donné 204 biens. Donc on est descendu de 5400 biens à 204 biens où il y a des dépendances stratégiques. Et pour beaucoup de ces biens qui ont une valeur d'importation de plus de 50%, on a des stratégies, des dépendances stratégiques de la Chine, également des États-Unis et d'autres partenaires. Mais quand on regarde les biens, on voit que beaucoup de ces biens sont des matières premières critiques qui sont nécessaires pour la transition verte et numérique de l'Europe, des ingrédients pharmaceutiques qui sont utilisés aujourd'hui dans des médicaments utilisés aujourd'hui au quotidien, ou bien d'autres biens ou produits qui sont nécessaires pour les nouvelles technologies. Mon dernier point, c'est de dire qu'il faut gérer cette incertitude, il faut comprendre les risques, il faut avoir des méthodologies pertinentes pour gérer l'évolution des chaînes d'approvisionnement et agir en unité. Donc voici mon message européen. L'Europe n'est pas protectionniste. L'Europe ne cherche pas à mettre en place plus de souveraineté industrielle. Ça aurait un coût. Ce n'est pas désirable pour nous. L'Europe est la troisième économie du monde, mais le premier exportateur des biens et des services. Mais je crois qu'à cause de ce haut niveau d'incertitude, on ne peut pas être naïf. Il faut prendre de bonnes décisions rationnelles sur la base de ce qu'on sait. Il faut prendre des décisions intelligentes avec une nouvelle approche. Donc, les deux mots pour l'Europe, c'est la résilience économique, protéger là où il y a des vulnérabilités, promouvoir le marché unique et travailler en partenariat avec le maximum de partenaires internationaux, protéger, promouvoir et travailler en partenariat et vraiment se concentrer sur la résilience. Je pense que c'est ce qui est vraiment important pour nous.
Juste un point, et j'en profite du reste pour saluer, elle est en visio avec nous, elle vient nous rejoindre, Anne-Marie Ektoft-Melgaard, qui est la Tech Ambassador au Danemark, donc avec elle on parlera bien sûr d'innovation. Juste une question, Roman, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a été tous, vous, nous, un peu trop naïfs et qu'avec tout ce qui se précipite, comme vous venez de le souligner d'une manière très intéressante, est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe doit être, mais beaucoup moins naïve? Oui, effectivement, j'ai ce sentiment-là. Et je crois que l'Europe est déjà en train d'avancer dans ce sens. Par exemple, la quantité de réglementation de qualité qui a été mise en place depuis 2 ans maintenant pour faire face à ce monde perturbé. Par exemple, par rapport aux technologies propres, on a mis en place une réglementation sur l'industrie net zéro, la loi net zéro qui met en place la réglementation au niveau des compétences et des relations avec des pays partenaires afin de nous donner une direction au niveau de nos politiques. C'est la même chose avec la loi sur les matières critiques et je pense qu'on a compris qu'on ne peut pas continuer à être naïf. Et je pense que c'est quelque chose qui se passe non seulement en Europe, mais dans d'autres États membres et dans le monde des entreprises. Ross McInnes, pour vous, la souveraineté industrielle, je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de Safran, donc les moteurs, la défense, vous êtes dans des secteurs où on pourrait penser que le protectionnisme a un sens. Est-ce que ça a un sens pour vous? Alors, souveraineté industrielle, c'est un accouplage bizarre. Je laisse de côté, Madame Chevrillon l'a évoqué, l'industrie de défense. Incontestablement, là, le mot de souveraineté industrielle prend tout son sens. Si on laisse de côté ce champ très important, je trouve que cet accouplement de souveraineté industrielle est contre-intuitif. Parce que la notion de souveraineté s'applique à un État, elle ne s'applique pas aux industriels. Par ailleurs, nos industries, c'est vrai de Safran, mais c'est vrai pour tout le CAC 40, et c'est une des grandes forces des entreprises françaises. Nous exportons, nous sommes présents partout dans le monde, nous avons des implantations locales qui font d'ailleurs notre force et contribuent les dividendes pour nos maisons mères, et nous sommes présents localement. Donc je veux dire, de quelle souveraineté parlerait-on, en l'occurrence? Et ces souverainetés industrielles laissent entendre qu'il faudrait vivre en autarcie. Or, en fait, c'est irréaliste. Et surtout, ce n'est pas nécessaire. Les entreprises industrielles sont parfaitement capables d'organiser leur résilience, de faire les choix qu'il faut faire en matière de sourcing, de double source, faire des calculs, des arbitrages, des trade-offs, comme on dit en bon français, entre une logistique proche et une logistique plus lointaine, en se prémunissant contre ces dangers. Et donc, il y a une glissade, et c'est ça que je crains quand on parle de souveraineté industrielle, il y a le risque d'une glissade vers, en fait, du protectionnisme. Et le protectionnisme, il est, je le rappelle, nuisible pour le consommateur, nuisible pour l'innovation et crée une économie de rentier. Donc je pense qu'appliquer à l'industrie, la souveraineté n'a guère de sens. Et on a parlé de globalisation heureuse, mais je ne voudrais pas passer de la globalisation heureuse vers un souverainisme autarcique et misérabiliste. Not for me, thank you. Au moins, ça a le mérite d'éclair, mais parce qu'en même temps, je prenais tout à l'heure l'exemple des voitures électriques, mais on peut prendre aussi l'exemple des panneaux solaires. Alors, ce n'est pas votre industrie. On voit bien quand même que le protectionnisme, il peut aider, et c'est peut-être ce qu'ont compris les Américains, ça peut aider à développer, encore une fois, une filière. Non? Ross McInnes. Cette situation est surtout le fruit de notre incapacité à une planification industrielle en amont. Oui. Oui. Il est bien tard. Le protectionnisme, ça peut à la rigueur marcher pour commencer. C'est ce qu'ont fait les Sud-Coréens ou les Japonais. Mais il ne faut pas le faire une fois que le cheval a déjà quitté l'écurie. D'accord. Olivier Scalabre, donc BCG.
vous avez écouté les précédents intervenants. Est-ce que vous partagez le Boston Consulting Group? C'est à la fois c'est américain, c'est aussi français, c'est allemand, c'est européen, c'est mondial. Est-ce que pour vous, est-ce que ça a un sens ou pas, le protectionnisme et la souveraineté industrielle? Alors moi, je vais prendre deux angles. Je vais prendre un angle de conseillers qui discutent avec un certain nombre d'entreprises pour prendre des décisions industrielles. Et là, je vais rejoindre ce que disait Ross, mais je vais aussi prendre une casquette de citoyen qui a envie que l'emploi, les usines viennent dans notre pays et soient là en Europe. Alors, je vais prendre un exemple qui est le Tour de France. Ça nous évite de parler des élections, mais c'est d'actualité. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui le rôle de la France dans des grandes décisions industrielles pour construire de la résilience, pour construire de la compétitivité, aujourd'hui, on a gagné une première étape. On a gagné une première étape dans le Tour de France. Cette première étape, elle était caractérisée par une régionalisation. On a eu le vent dans le dos, mais on a réussi à tirer notre carte du jeu. Mais là, maintenant, pour moi, arrive une deuxième étape, qui est une étape qui est compliquée. C'est une étape de haute montagne, sur lesquelles on a aujourd'hui des énormes investissements industriels à faire, pas pour juste relocaliser des usines, mais pour inventer des nouvelles industries et pour complètement transformer les usines existantes. Et là, Ramon, je pense qu'on a besoin de plus d'Europe et d'une Europe qui est plus forte. Et c'est un peu mon plaidoyer, on va dire, aujourd'hui. Alors peut-être juste sur les deux étapes, je vais vous amener sur la première étape. Donc la première étape, c'est la régionalisation. Le commerce mondial, il a toujours tiré pendant de nombreuses années la croissance mondiale. Mais pour la première fois, on voit une inversion où la croissance mondiale est en fait plus forte que le commerce international. Et en fait, il y a un écart de 0,3 points. C'est pas grand-chose. La croissance internationale, c'est 3,1% et le commerce mondial, donc le global trade, comme on dit en anglais, c'est 2,8%. Donc c'est 0,3 points d'écart, mais 0,3 points d'écart, c'est énorme. À l'échelle d'un continent comme le continent américain, c'est 400 milliards d'investissements en moins avec la Chine, et c'est 400 milliards d'investissements en plus avec le Mexique. Donc c'est énorme comme changement. Et si je me place maintenant à l'échelle micro, qui est les entreprises aux États-Unis, et bien là, 90% des dirigeants nous disent qu'ils ont changé d'implantation industrielle dans les 5 dernières années, et 90% nous disent qu'ils vont en changer aussi dans les 5 prochaines années. Et là, citoyens français, la France, elle a plutôt bien tiré son épingle du jeu. Alors elle avait le vent dans le dos, là, puisqu'il y avait ce phénomène de régionalisation, mais on est le premier, dans la zone Europe, on est la première destination des investissements directs à l'étranger. Pendant longtemps, l'emploi industriel a baissé en France pour la première fois depuis quelques années. Il est devenu stable. Alors, on parle même de 130 000 créations d'emplois industriels nets. Donc on va dire cette première étape, on l'a gagnée et c'est bien. Maintenant, deuxième étape, l'étape de haute montagne, celle-là, elle est beaucoup plus compliquée. Parce qu'en fait, il faut, avec la transition climatique et avec la disruption technologique, il faut créer des nouvelles industries. Et il faut transformer les nouvelles. Et là, il faut mettre un paquet d'argent sur la table. Il faut mettre 2800 milliards d'investissements d'ici 2030 pour transformer les usines existantes et pour en créer des nouvelles. L'acier, il va falloir mettre des fours à arc électrique. Il va falloir les équiper tous de capteurs et utiliser l'intelligence artificielle. Ça, grosso modo, c'est 40 milliards d'investissements qu'il va falloir mettre sur la table. Vous parliez des batteries, Edwige. Les gigafactories, c'est 2 milliards par gigafactory. Il y en a une minimum, quarantaine. Ouais. Donc on parle de 80 milliards qu'il faut mettre sur la table. Donc c'est des investissements qui sont gigantesques. Et là, aujourd'hui, les entreprises mondiales, pour faire ces investissements-là, elles ne choisissent pas l'Europe en premier. Elles ont plutôt tendance aujourd'hui à commencer à faire ces investissements aux États-Unis ou en Chine. Mais le choix de l'Europe n'est pas évident. Et il n'est pas évident, je pense, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on a une régulation, on parle de l'IRA, vous savez, c'est 450 milliards, 460 milliards
de dollars qui ont été mis sur la table pour aider justement à créer ces nouvelles industries vertes et pour verdir les usines existantes. En Europe, on est presque à ce montant-là, on est à 100 milliards en moins, mais les États peuvent rajouter des investissements. Mais par contre, en Chine, c'est 800 milliards. Donc là, on est sur un ordre de grandeur qui est différent. Et en Europe, la législation, elle est plus contraignante, plus dans la réglementation, plus dans la contrainte, et pas assez dans l'incentive, le tax credit que je vais avoir à la fin si jamais j'investis dans ces investissements-là. Et peut-être juste un point, parce qu'on en discutait rapidement avec Mathias à l'heure du déjeuner. L'Europe, elle a besoin d'avoir un vrai marché unique pour créer les conditions et les effets d'échelle. Et aujourd'hui, on discutait d'un exemple qui est la transmission électrique. Vous savez, on met plein d'éoliennes offshore et qu'il faut relier et on à la sait terre. que c'est très compliqué. Et ça, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est 300 gigawatts qui vont être mis sur d'ici 2050. Et on a autant de normes aujourd'hui que de pays. Alors qu'en Chine, on a les mêmes montants, mais on n'a qu'une seule norme. Et donc aujourd'hui, on a un marché, on ne bénéficie pas de la taille de l'Europe. Pour ces questions-là, je pense que l'Europe doit changer. On a besoin de plus d'Europe. C'est du reste ce qui allait dans votre sens. Vous faisiez allusion tout à l'heure, Roman Arona, c'est ce que expliquait hier Christine Lagarde et Jean Tirole. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un marché unique, mais lorsque vous regardez les législations sur le travail, vous regardez les législations bancaires, vous regardez les télécoms, tout à l'heure je recevais Christelle Edman, la patronne d'Orange, on voit bien que c'est un marché qui est complètement fractionné, fragmenté, effectivement, puisqu'on parle de fragmentation. Mais comment faire pour que ça aille plus vite? Parce que les opinions publiques, puisque nous sommes à la veille d'un scrutin, les opinions publiques ne sont pas forcément prêtes à ce grand marché. Non, juste une petite réponse rapide, Roman, Lionel ou Ross, je ne sais pas. Roman. Well, I think the single market. Je pense que le marché unique, c'est un atout clé. Nous avons 450 millions de personnes qui bénéficient de ce marché sur une base quotidienne. Ceci va de les finances, les télécoms et autres mais également l'aspect des relations personnelles. Beaucoup de gens dans cette pièce ici ont bénéficié, ou leurs enfants, de programmes Erasmus et la liberté de mouvement, la libre circulation des personnes. Il y a, je pense, possibilité, il faut avancer dans certains domaines. Par exemple, il est vrai qu'il y a beaucoup à faire sur le marché unique pour enlever les barrières aux services, que ce soit les telcos, l'énergie, l'infrastructure et les autres points. Je suis d'accord avec vous, il y a de la marge, mais beaucoup a été fait et ça se révèle extrêmement efficace et positif pour tous. Mathias Borgart, Ardian, you manage about 160 billion euros. 150 billion euros. Now, how do you, what's your opinion? Well, you invest in businesses all over the world, and especially in Europe. Is it an impediment, or is it an opportunity, or do you see the Mona Lisa of Leonardo da Vinci with somewhat perplexity? Back to what was said by Olivier, this metaphor. It's very much like in the Tour de France run. You know, we had long flat runs. You know, the world was simple, global world. Well, the main value creation was competitiveness. So you had to source resources, the cheapest energy for German importation of equipment or raw material, and modeling was easy. Today, the world is more complex, but there is a reason why it is more complex, simply because, indeed, there is the climate crisis. The transport and emission have a huge economic impact as well, and we cannot neglect that. Moreover, of course, there is the COVID crisis that nobody had foreseen, with the world stopping, the Ukraine crisis with the energy prices we had never imagined. So, whether we like it or not, for philosophical reasons, whatever, states have decided that a certain number of productions, supplies, had become
strategic. So we are ramping up. Now, when we have to assess in this more complex world, what is the chances of success of such or such industrial policy? Should we invest in such or such technology? And it is our role, basically, to take the risk. So it calls for capital cost that increases, it's inflationist, and est-ce qu'on va investir dans telle filière? On a décidé d'investir dans l'hydrogène vert. Historiquement, on investit dans les énergies de transition, mais alors qu'elles sont plus chères, elles sont sensiblement plus chères, mais on considère que la décarbonation va devoir s'imposer, qu'on le veuille ou non, parce que les conséquences seront de plus en plus fortes et que finalement, même si on peut avoir des retours en arrière, même s'il peut y avoir un chemin chaotique, elles finiront par s'imposer. Et donc c'est ça finalement notre métier qui est beaucoup plus difficile, c'est de faire le bon pari. Par exemple, on investit aussi dans les semi-conducteurs, on crée un fonds spécialisé pour les semi-conducteurs en Europe. Donc c'est notre pari, c'est de voir si finalement l'IRA, et effectivement on investit beaucoup aux États-Unis, est-ce qu'il est performant? Parce qu'effectivement il a un système beaucoup plus simple finalement de subventions. Les subventions sont à peu près équivalentes si on regarde les montants, mais l'application est beaucoup plus simple que celui qui est aujourd'hui en place en Europe. Les montants sont pourtant similaires. Donc, il faut croire, par exemple, demain, si nous avons des systèmes de subvention qui subventionnent des centrales à charbon, c'est pas pour ça qu'on ira, parce qu'on croit fondamentalement pas à cette tendance. Et donc, il faut aussi à la fois qu'il y ait un cadre qui soit solide, mais en même temps qu'on croit finalement dans la politique industrielle, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau américain, et faire fi, ou en tout cas essayer de passer outre les échéances électorales qui peuvent effectivement influencer à court terme nos décisions. Merci, ça tombe bien, je vois que McInnes a pris son micro, j'allais me tourner vers lui en disant, est-ce que pour vous aussi, ce que vient de dire Mathias Burghardt, vous quand vous investissez, vous rachetez des entreprises, vous faites ça un peu en fonction du protectionnisme du pays où vous êtes. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans votre définition stratégique? Le métier d'aéronautique, il est mondial. Oui, bien sûr. Le protectionnisme, pour nous, c'est un gros mot. D'accord. Cela dit, il y a un rôle pour l'État, néanmoins, et il faudrait qu'il s'en acquitte. On parle d'énergie. Les conditions dans lesquelles les industriels peuvent se fournir en énergie à un prix raisonnable, la souveraineté énergétique, ça a un sens. Et nous n'arriverons à implanter des industries en Europe qu'à partir du moment où vous avez une politique énergétique cohérente, les interconnexions que nous avons évoquées, les constructions qu'il faut en matière du nucléaire et également les délais de réalisation de tout ce qui est éolien et solaire. Et là, l'État est pleinement dans son rôle et qu'il le fasse. C'est ça que nous attendons de l'État, qu'il crée les conditions. Et après, nous saurons faire nos choix. Et Ross, juste parce que là on parle de carburant de synthèse par exemple. Olivier Scalabrini. Pour l'aviation, pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, quand on regarde le prix au litre de carburant de synthèse entre les US et l'Europe, c'est un rapport aujourd'hui de 1 à 2. Et donc dans cette construction de nouvelles industries, l'Europe a un vrai rôle à jouer. Et je voudrais juste revenir sur un point qui avait été fait. Les fabricants automobiles, quand ils sont tous allés en Chine, on a fait des JV. Ils nous ont obligés à faire des JV minoritaires, majoritaires. Des joint ventures, oui. Des joint ventures. Ça a été les règles du jeu à l'époque. Là, maintenant, ils viennent en Europe pour construire des véhicules électriques. Est-ce qu'on peut faire cette clause de réciprocité? Est-ce qu'on peut aussi les obliger à faire des joint ventures avec des acteurs européens pour développer ensemble une industrie qu'on voudrait développer et accélérer en Europe? Est-ce qu'on doit, Roman Arjona? No, thank you very much. Non, je pense que c'est un point pertinent. Je pense que nous sommes équipés, bien équipés au nom de l'Union européenne, et ce n'est pas la responsabilité de ma direction, mais avec un certain nombre d'instruments pour les politiques commerciales qui sont tout à fait utiles aujourd'hui. Et c'est la réglementation sur les subventions étrangères, bien étudier les investissements directs étrangers, etc. Donc, il y a un certain nombre d'instruments et de manières par lesquelles nous pouvons être certains qu'à la fin de la journée, c'est vraiment ce qui compte, qu'en finalité, il y a un terrain de jeu
égale où tout le monde, on peut alimenter on peut utiliser différentes structures et l'Organisation mondiale du commerce, etc. Non seulement en Europe, mais dans d'autres parties du monde. Donc, nous pouvons influencer cela. Et récemment, il y a eu des droits de compensation sur certains véhicules électriques sur la Chine, produits en Chine, parce qu'il y avait une sorte de pratique de distorsion ou non équitable. Mathias. Danemark. Oui, non, je voulais juste souligner qu'effectivement, peut-être l'Europe est aujourd'hui le continent le plus ouvert, mais malheureusement, on ne peut pas imposer à tout le monde notre vision finalement du commerce international. Et on le voit, nous, en tant qu'actionnaires de grandes infrastructures, il y a des restrictions sur l'origine des équipements. Même si effectivement l'industriel fait l'ensemble, les gouvernements américains, et pas qu'américains, européens aussi, il y a des restrictions sur certains équipements qui sont sensibles. Et donc, il ne faut pas être naïf, ça arrive. Et la difficulté pour nous, c'est de devoir comprendre et voir anticiper autant que faire se peut quelles seront finalement ces évolutions, celles qui peuvent paraître des effets d'annonce et qui finalement n'ont pas vraiment une réalité parce que finalement ne compromettent pas une sécurité particulière, et celles qui finalement, à tort ou à raison, s'imposeront parce que les États ne voudront pas que tel ou tel équipement puisse être sourcé dans certaines régions géographiques, ou qui voudront finalement créer une filière. Et il faudra analyser quelle est la chance de cette filière compte tenu de la puissance économique de ce pays, du réalisme de la réglementation. Mais ça, c'est aujourd'hui, je pense que le train est parti. À propos de train qui est parti, on n'a pas encore du tout parlé d'innovation. Or, c'est un point très important si on veut plus de productivité, si on veut éviter ce décrochage dont on parle tous et qui est tous un peu dans nos têtes entre l'Europe et les États-Unis. Il faut investir beaucoup dans la technologie. J'ai l'honneur d'avoir une femme, enfin, qui nous rejoint sur scène. C'est Anne-Marie Engtok-Melstaff. Excusez-moi si je prononce mal votre nom. Merci d'être avec nous. Vous êtes Tech Ambassador du Danemark. Est-ce que pour vous, l'Europe répond à la question sur l'innovation? Est-ce qu'elle répond d'une manière suffisamment efficace avec les différentes réglementations qu'elle a prises? Et est-ce que le protectionnisme peut exister dans l'innovation? Et bonjour. C'est un plaisir d'être ici avec vous virtuellement. Merci pour cette invitation. Si l'on parle de l'innovation, je vais faire une réponse. La réponse, c'est non, pas à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a différentes raisons pour ça et je reste cependant optimiste que ça peut changer dans le futur. Et laissez-moi expliquer pourquoi. Tout d'abord, sur la question de est-ce qu'on peut se protéger, est-ce qu'on peut protéger nos innovations? Je ne pense pas que dans un pays peut vraiment se protéger. Il peut y avoir des protections, mais sur des périodes de temps contraintes. Mais lorsqu'on en vient aux technologies de pointe, l'innovation, la pointe de la lance, de le fer de lance de la protection n'est jamais la bonne réponse. L'innovation rapide et les encouragements à la prise de risque et à investir dans les technologies, c'est ce qui fait amener les Américains sur la Lune et c'est ce qui conduit la Chine vraiment. Ça se permet nous essayons de démocratiser tout cela à l'échelle mondiale. On prend les panneaux solaires, etc. Mais il y a eu des mesures de protection, mais c'est en cours et il faut que ce soit... il faut que l'Europe, encore une fois, devienne un leader technologie. Mais on ne peut pas protéger nos voies de succès, on doit innover. Ceci me conduit à mon deuxième point. Donc simplement, ce que je peux dire, c'est que pour venir à la métaphore du Tour de France, si on part, on ne va pas devenir le leader simplement en essayant d'imiter les autres dans ce qu'ils font. Il faut commencer à réfléchir au fait que depuis 5 ans, on prend une position très dure. Il faut comprendre. Donc c'était une pression publique massive, il a fallu, parce qu'on n'était pas régulé pendant un long moment. Donc avec des législations comme le marché numérique et l'AI et
il y a eu de la réglementation. Mais l'Internet est devenu très populaire. Mais c'est comment on peut promouvoir l'innovation. Pendant longtemps, les Européens ont dit le logiciel, c'est pas notre truc, on va pas gagner de l'argent avec le logiciel, c'est pas innovant. Et maintenant, si l'on regarde les 10 grandes entreprises mondiales dans le monde, la plupart sont des entreprises de tech qui étaient brillantes dans ce domaine. Donc, il faut commencer à redéfinir la route. Il faut qu'on soit dans... Il faut être des joueurs de pointe. Il faut voir comment on va être certain que... Comment Atos ou Microsoft, on ne veut pas qu'Apple ou Microsoft quittent l'Europe. Souvent, je suis allé au Danemark. Avant, j'étais à la Silicon Valley pendant 3 ans. Je suis revenu depuis 2 ans au Danemark. J'ai rencontré beaucoup de jeunes startups danoises. Dès qu'elles avaient, elles atteignaient 50 personnes et avec des investissements à 6 chiffres, ils quittaient l'Europe et ils allaient sur la côte ouest. Je leur disais, pourquoi vous n'êtes pas à Paris, à Berlin ou à Amsterdam ou à Stockholm. Et comme on dit, le marché unique européen est une très belle idée, mais lorsqu'on en vient à l'innovation, l'escalation, c'est une idée, pas une réalité. Il faut beaucoup plus investir pour la rendre plus attractive, un marché qui est à égalité avec les États-Unis, les mêmes possibilités, les mêmes compétences que le marché américain pour tous les gens compétents. Et si l'on regarde le dernier rapport, lorsqu'on a l'idée de ce qui se passe dans le rapport Draghi, vous voyez que le point principal que l'on cherche, donc quand on cherche une nouvelle commission, mais comment est-ce qu'on va la rendre plus compétitive, donc ce marché unique, pour avoir des entreprises qui montent. Et pour que l'Europe devienne une superpuissance technologique, nous devons réfléchir aux décisions, non pas pour demain, mais aux décisions pour d'ici 10 ans, 15 ans. Il faut au moins 5 ans pour mettre en place un FAB, donc pour les semi-conducteurs. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Et donc, les décisions que l'on prend aujourd'hui, ce n'est pas simplement le pouvoir de l'innovation que de demain. Qu'est-ce qu'on veut être dans 5 ans, dans 10 ans, pour rester compétitif? Je regarde une entreprise comme Novo Nordisk, l'une des plus grandes entreprises mondiales, européennes, et c'est une entreprise de pharma, mais ils investissent énormément dans l'intelligence artificielle, l'informatique, pour rester innovants et compétitifs. Ils veulent tout ce qui va les rendre compétitifs dans 10 ans, pas demain. Et tout ce qu'on veut dire, il faut réfléchir, bien sûr, au supply chain que l'on met en place, la logistique. Donc, tous les plus, pour revenir encore une fois, pas aujourd'hui, mais dans 10 ans. Merci. Alors, très intéressant. Merci beaucoup à Anne-Marie Engtoff. Qui veut lui répondre, ou qu'est-ce que vous avez, vous, Roman, Yes. Arjona? Oui, si je peux, simplement pour vous dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que Anne-Marie vient de nous dire. Nous avons notablement un financement de venture capital en Europe, parce que les données récentes de mes collègues ont montré qu'il y a 5 à 7 fois plus de venture capital aux USA qu'en Europe. Mais en fait, l'Europe est également plus fragmentée entre les États membres, et le venture capital est moins puissant. Si on regarde par exemple pour la R&D, les investissements à R&D pour arriver aux 3% de la cible de 3% que l'on s'est fixé il y a longtemps, aujourd'hui, il faudrait 123 milliards d'euros d'augmentation. Donc le programme Horizon, qui est un programme de 7 ans, a reçoit ce type de financement. C'est une augmentation énorme qui sera nécessaire en termes d'investissement. Les investissements, c'est une chose, mais vous avez mentionné également le rôle du secteur public par rapport aux risques dans l'innovation. Il faut avoir des horizons à plus long terme pour avoir une vision à long terme, et pour, bien sûr, et en étudiant en analysant les risques, mais également la réglementation pour l'environnement. Mais il n'y a pas que, c'est pas tout. C'est quelque chose qui me tient à cœur, et c'est un très bon point. Merci. Ajouter quelque chose? Je crois qu'il y a un sujet d'orientation de l'épargne. Une formule que j'ai déjà utilisée ici. Nous sommes un peuple de fourmis, puisque nous économisons 14% de notre PIB. Nous sommes un peuple de génies, la création de nos start-up, mais entre les fourmis et les génies, il y a Bercy. Oh.
C'est un petit peu schématique quand même, non? Oui, mais la formule claque, donc ça marche. La preuve. Et plus sérieusement, mais je suis sérieux, l'orientation de notre épargne est un vrai sujet. Vous noterez, et c'est Max Weber, je refais du Max Weber, entre le Nord et le Sud d'Europe, le protestantisme et l'entrepreneuriat. En anglais, on dit venture capital, c'est une aventure. En français, on dit capital risque. J'ai peur. Donc, il me semble que nous devrons, et je me tourne vers les fonds, orienter l'épargne française vers plus de risques. Ça suppose que nous ayons des fonds de pension. Les fonctionnaires en ont, hein, ils s'occupent d'eux-mêmes, pré-fonds. Mais il faut que notre épargne puisse s'orienter vers plus de risques. Et ça, il faudrait également y penser dans l'isoloir dimanche. Oui, mais je ne suis pas sûre que les Français ont envie forcément que leur épargne serve à financer des PME, à financer qui sont mal suivis financièrement. Je parle à l'extérieur, hein, bien sûr. Laissez-leur donc le choix. Mais ils ont le choix. Non, ils n'ont pas, puisqu'aujourd'hui, l'épargne française est très largement orientée vers la dette d'État, bien sûr. L'éviction par la dette de l'État et par ailleurs par le logement. Oui. Le logement social absorbe, c'est le vampire de l'économie française. Oui. Oui, mais je suis sûre que si on fait un test, 90% des gens là devant nous, ils ont un livret A. Donc ils aiment, les Français adorent le livret A. Mais si. Oui. Non, effectivement, il y a d'une part, il y a, je pense que l'Union européenne pourrait faire beaucoup plus pour inciter. Effectivement, il y a des réglementations qui ont été créées récemment, mais elles sont extrêmement lentes, extrêmement bureaucratiques pour, je pense, la législation LTIF, justement pour favoriser l'investissement dans le capital investissement. Donc ça, c'est un premier schéma. Donc parce que, au fond, qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? C'est qu'ils ont un marché qui est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que c'est des investissements plus risqués, et donc quand c'est plus risqué, il faut diversifier. Et pour ça, il faut pouvoir avoir un marché qui soit plus large, plus d'investissement, plus d'opportunités d'investissement. Et c'est ça qui fait, c'est un peu l'œuf ou la poule. Peut-être un point sur la technologie. Olivier Scalab, oui. Parce qu'on en parlait. Moi, un des secteurs de technologie qui me tient à cœur, c'est ce qu'on appelle les green tech. Vous savez, c'est la capture du carbone, l'hydrogène, les batteries, tout ce qui va nous aider à réussir la transition énergétique. Aujourd'hui, on parle de l'accès au capital et je pense que c'est fondamental. Je suis entièrement d'accord avec Ross et Mathias là-dessus. Je pense qu'il y a un enjeu qui est important si on ne veut pas que ça fasse comme l'éolien, comme le solaire, où 80% des chaînes de valeur sont parties en Asie, c'est les talents. Et aujourd'hui, en Europe, il y a un vrai coup à jouer parce qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui, il y a 7 millions il y a un trou de 7 millions d'employés dont on a besoin pour les industries vertes de demain. Et en Europe, on a cette base de compétences, cette base de formation. Donc je pense qu'un des leviers importants pour la transformation de l'Europe et la réindustrialisation de l'Europe, c'est les talents, et notamment dans ce secteur-là. Mais là, les talents, j'ai l'impression qu'on les a quand même. Si je reprends hier Enrico Lettard, donc qui a fait ce fameux rapport comment doit évoluer la Commission européenne dans son action sur la compétitivité décidément de l'Europe. Il disait l'union des marchés des capitaux, c'est fondamental, par exemple pour l'épargne. On est d'accord que si on veut avoir un grand fonds pour permettre de développer la tech, l'innovation, il faut une union des marchés des capitaux. Et il disait le problème, c'est qu'il n'y a aucun politique qui a envie de porter ça parce que c'est pas suffisamment puissant politiquement. Donc ça les sert pas. Donc c'est un peu toute la difficulté au niveau européen de porter de telles réformes. Un autre exemple qui va exactement dans le même sens, c'est le geo-return. Pour arriver à développer la compétitivité européenne, il faudrait supprimer le geo-return. C'est quoi le geo-return, pardon ? Le geo-return, c'est le retour géographique. Dans l'industrie, dans le spatial, par exemple, quand on investit dans Ariane 6, on met 100 €, ça correspond à, je sais pas, X%. En retour, je veux X% d'emploi industriel chez moi. Et donc ça, c'est une machine à morceler toutes les chaînes industrielles. Airbus, et ça marche. Je ne suis pas sûr qu'un politique ait le courage de porter l'abrogation du geo-return devant ses électeurs. Oui. Lionel ? Oui, je pense qu'on peut s'accorder 2 minutes pour reprendre un ou deux points et les remettre en perspective. Donc, je voudrais revenir d'un mot sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le taux de croissance respectif du commerce international et du
PIB, c'est-à-dire du revenu international. Donc je vois qu'Edwige n'est pas contente parce qu'elle se dit que je vais me lancer dans des calculs terribles. En réalité, donc, pour faire les choses simplement, on va comparer le pourcentage de croissance du revenu et le pourcentage de croissance des échanges au niveau mondial. Et ce qui a été dit, c'est que le rapport des deux aujourd'hui est à peu près de 1. Ça croît au même rythme. Alors, est-ce que ça, c'est normal ou est-ce que c'est pas normal? Dans une perspective historique relativement de moyen terme, si on regarde ce qui se passe depuis 1990, on est passé d'une situation où le commerce progressait 3 fois plus vite à une situation où il progresse aussi vite. Mais la période qui est anormale, et donc tous les modèles de commerce montrent ça, c'est la période qu'on a eue entre 1990 et la crise financière. Cette période, ça a été un approfondissement des chaînes de valeur, hein, de fractionnement des chaînes de valeur. Donc mécaniquement, les produits passaient plusieurs fois la frontière avant d'arriver au consommateur final. Et ça, par construction, quand on passe d'un équilibre sans chaîne de valeur tellement globalisée à un équilibre avec beaucoup de chaînes de valeur globalisées, eh bien, le passage d'un équilibre à l'autre fait que le rapport des deux taux de croissance est plus grand que 1. Mais quand on est sur le nouvel équilibre, il n'y a pas de raison que ce soit plus grand que 1. Donc il ne faut pas s'inquiéter trop de ça. Ça, c'est le premier point que je voudrais dire. Il y a une fragmentation de l'économie mondiale, mais il n'y a pas une déglobalisation. Deuxième point, sur le bouclage macroéconomique. On a dit qu'il faut beaucoup d'investissements, etc. Donc ça, c'est la question de la décarbonation, de la transition énergétique. Donc c'est quelque chose qui a été très documenté. Effectivement, il y a besoin d'immenses investissements en Europe et ailleurs. Pourquoi ça pose un sujet nouveau? Eh bien, parce que les plusieurs points de PIB, d'investissement qu'on a besoin de consacrer à la transition énergétique, il faut qu'ils restent dans le circuit économique de l'Europe. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre d'avoir plusieurs points de PIB qui sont une fuite vers des industriels américains qui produisent aux États-Unis ou vers des industriels chinois qui produisent en Chine. Ce n'est pas possible, parce que si on fait ça, on va appauvrir terriblement l'Europe, on va avoir des problèmes de compte courant. Donc ça, c'est un sujet vraiment important, ce qui n'est pas un sujet de protectionnisme, qui est un sujet de bouclage macroéconomique, c'est-à-dire si on veut consacrer plusieurs points de notre PIB à faire la transition verte, eh bien, il faut qu'au moins une partie des industries qui assurent la transition verte soit localisée en Europe. Ce qui m'amène très naturellement à mon troisième point, pour rebondir donc sur cette image du Tour de France qui a été amplement utilisée. Et là, je vais rentrer dans mon domaine d'incompétence le plus grand. Mais donc, ce que j'aime dans cette image, de cette métaphore de Tour de France qui a été utilisée, c'est qu'elle va très bien avec l'idée qu'il faut approfondir l'Europe, puisque cette année, je crois que le Tour de France est parti d'Italie. Donc, on est vraiment dans une perspective d'intégration tout à fait stimulante. Bravo pour la première fois. Alors, juste un point. Ross n'a l'air... Vous avez l'air pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Lionel. Pas du tout, une nuance. Oui. Contrairement à Lionel, je n'ai pas une vision sclérosée de l'économie. Voilà, c'est ce que j'appelle. D'accord. Je m'explique. Je crois que le rapport doit être supérieur à 1, simplement parce que c'est ainsi qu'on s'assurera du maintien permanent de l'avantage compétitif. C'est-à-dire, je ne vais pas vous faire le coup d'Adam Smith avec le Van Porto et les draps issus du tissage britannique, mais si on reste à 1, ça ne laisse pas l'espace d'amélioration afin que des innovations et un avantage compétitif qui évolue sans cesse puissent s'affirmer. Bien qu'étant sclérosé, je suis évidemment en total désaccord avec... Qu'est-ce qui est d'accord avec... Roman, vous êtes d'accord avec qui? Avec Ross ou Lionel? Je n'ai pas compris, OK? I can translate in English if you want to. Je suis, on pourrait dire, entre les deux. Littéralement. D'accord. OK, I understand. Qu'est-ce qui veut se mouiller pour conclure? Olivier, Mathias? Moi, peut-être apporter juste une nuance. C'est vrai que, par exemple, dans notre cas, je pense que c'est le cas de beaucoup de gérants, finalement, on lève 40% de nos fonds en Europe et on investit 80% de nos fonds en Europe. Donc finalement, il y a aussi le fait que l'épargne internationale s'investisse en Europe, c'est un peu notre boulot. C'est sûr, oui. Ça, c'est un bon point. Et moi, je ne sais pas si c'est 0,9, 1,1 ou le ratio entre les deux. Mais ce que je sais, c'est que d'une part, l'innovation, il faut aller la chercher, il faut être ouvert pour pouvoir aller la chercher ailleurs. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'on arrive
à avoir ce bouclage macroéconomique dont vous parliez, qui fait en sorte que les investissements qu'on consent pour développer des nouvelles industries restent en Europe. Et donc là, que le ratio soit bien... Allez, pour conclure, on va rester sur la métaphore du Tour de France. À chacun, je vais vous demander, je vais commencer par vous deux, puisque c'est vous qui avez lancé la métaphore. Devant nous, nous avons de la plaine, nous grimpons, je sais pas, les Alpes, le Mont Blanc, l'Himalaya. C'est quoi la pente qu'on a devant nous? Non, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on a devant nous. C'est ça, je crois. Encore pire, oui. Pour moi, c'est une étape de haute montagne, là. On est sur le col de la Lose, par exemple. Le col de la Lose, bon, ça va encore. Ross? N'y voyez aucune allusion. Nous aurons des montagnes russes. Roman? For me, everything should be very leveled. Tout doit être à plat pour que tout le monde aille dans la même direction. Très bien. Harry, est-ce que vous êtes encore avec nous ou pas? Je ne sais pas. Bon. Anna. Quant à la question de la pente, je voudrais faire un point clair. À l'heure actuelle, je préfère avoir si j'étais américain, pour que ce soit une montagne ou une plaine, il faut des talents. Maintenant, on a des talents de l'AI, c'est là qu'on a le plus de BCL. Eux, ils nifent tous, et dans la conclusion, ils s'en vont. On a une grande montagne devant nous, mais on va avoir une commission très courageuse, prête à traiter certaines de ces questions clés. Dans le passé, c'était difficile d'avoir du capital market, du telco. Il faut aller dans ces marchés. Mais regardez ce que la compétition a fait avec l'Ukraine, la Covid. On a devant une grande montagne, mais on a des bons vélos, on a des cyclistes très talentueux. Thanks a lot. And next time you will be here in Aix-en-Provence. Last word. Dernier mot. Donc pour répondre à la question, c'est un contre-la-montre pour les investissements de la transition énergétique, parce que si nous ne faisons pas très vite, ça va très mal se terminer. Bon, eh bien, bon après-midi. Merci beaucoup.